Tu sais, il y a un jeu d'esprit qu'on peut proposer aux gens, c'est si tu meurs dans 3 semaines, c'est quoi? En fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu as, tout ce que tu es? On parle d'argent, on parle de moyens, on parle de connexion. Qu'est-ce que tu fais? Et je crois que ça dit beaucoup sur ce que tu dois faire. Aujourd'hui, je suis en direct de Tenerife, aux îles Canaries, avec le seul, l'unique Florian Garcia, que vous connaissez sans doute déjà sous le nom de Flo de la Vega, anciennement chanteur dans le groupe de Frérot de la Vega. Flo, tu es artiste, auteur, facilitateur d'aventures introspectives, et aujourd'hui, on va avoir une conversation entre rêveurs, mais pas n'importe quel type de rêveurs, des rêveurs exigeants. Yes, cool. Merci. Comment ça va, Flo ? Ça va bien, ça va très bien. Je suis très bien avec toi ici déjà. Ouais, alors je dois dire que l'aventure a commencé avant le podcast, Ouais. puisque tu m'as fait vivre un aperçu du genre d'espace que tu proposes, que tu as proposé à des hommes, que tu continues de proposer. C'était très enrichissant, on va pouvoir en parler. Cool. Et on n'avait pas décidé de thématique en amont. On s'est dit qu'on ferait l'aventure et qu'on verrait ce qui sort. Et pour moi, il y a ce truc qui est sorti, qui te représente bien, je trouve, qui représente cette dualité, qui aussi représente peut-être une boucle dans ton cheminement intéressante, qui est celle d'être un rêveur, mais un rêveur avec des exigences. C'est cool, ça me plaît beaucoup quand tu m'as dit ça hier, justement, sur ce côté exigeant. C'est quelque chose que je commence à réaliser, en fait, que je suis quelqu'un de très exigeant. Et c'est pas du tout l'image que je renvoie. Je sais que je renvoie une image qui est complètement brouillée, de par mon apparence, de par ce côté très lumineux que je présente, que je suis. Et aussi, du coup, tout ce que je partage, avec beaucoup de détachement, de décontraction. Ce truc-là, très facile à vivre, très nonchalant. Et en fait, depuis 2 ans, je sens que je réalise, en fait, je prends en pleine tronche à quel point je suis exigeant. Et hier, quand tu m'as démasqué, entre guillemets, j'ai fait « Ah, ok, cool ». Et je suis hyper content qu'on parle de ça, justement. Ouais, c'est intéressant parce que ça me parle beaucoup aussi à titre personnel. Et pour moi, c'est pas le truc que j'ai perçu tout de suite chez toi. J'ai vraiment perçu ce truc lumineux et rêveur aussi. D'ailleurs, rêveur qui est allé au bout de pas mal de ses rêves, en tout cas pour l'instant. C'est intéressant de voir ça dans ton histoire et on va y revenir, comment tu es allé au bout. Maintenant, tu parles de tes délires. Ouais. Ça prête à sourire aussi, de dire je suis allé au bout de ce délire-là. Complet. Mais pour moi, c'est en quelque sorte déjà réaliser un rêve. Ouais. Et après, il y a l'autre côté qui est cette exigence que tu mets, cette peut-être discipline, intensité dans laquelle tu entres dans les projets. Je crois qu'on te connaît pour ça aussi. En tout cas, le peu que j'ai entendu des gens te parler de toi, c'était quelque chose qui revenait. Et moi, ça me parle parce que je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel et d'inspirant là-dedans. De dire, quand je poursuis un rêve, j'y vais pour de vrai. Ouais, il y a une phrase qui a popé dans mon esprit et qui est apparue depuis quelque temps. Et j'ai l'auteur depuis ce matin, donc c'est excellent. C'est William Blake qui disait à peu près les chemins de l'excès mènent au palais de la sagesse. Et ça, c'est venu vraiment avec beaucoup d'incision comme ça en moi, me révéler à quel point il fallait que je continue ce chemin, parce qu'évidemment on doute quand on est un rêveur exigeant et jusqu'au boutiste, extrémiste, par moments très radical. Parfois on se dit mais en fait je suis qui quoi ? Je vais dans tous les sens, tu vois. Et depuis quelques années je vais dans plein de délires. Et cette phrase-là, elle est venue vraiment me réconforter sur ce qui me nourrit en fait. Je me nourris, je vis tout ça parce que j'aime l'introspection, j'aime en savoir plus sur moi, j'aime acquérir de la sagesse, de la compréhension sur le mystère qu'est la vie, tu vois. Et évidemment que ce mystère, je vais jamais le découvrir entièrement. Et la vie est tellement courte que je ne peux que envisager de vivre avec cette intensité et donc cette exigence. Quelle forme elle prend aujourd'hui pour toi, cette exigence ? Et elle a plein de facettes, cette exigence, parce que elle a un côté sain. Ouais.
et elle a un côté néfaste. Je remarque que l'exigence, c'est aussi de la peur déguisée. La peur de ne pas contrôler. Ouais. Donc, quand elle se déguise en surprojection, surcontrôle de tout, des chemins, ça me tétanise et c'est pas du tout le bon curseur. Mais l'exigence du cœur, l'exigence de la vibration, l'exigence de la passion et de l'émotion, ça c'est des trucs qui sont pas du tout négociables, quoi. S'il y a un projet qui brille, ne me fait pas vibrer et que il y a peu de chances que je m'y engage, en tout cas sur le papier. Ouais, ce qui me marque vraiment dans tout ce que tu m'as déjà dit et ce que j'ai pu regarder de ton histoire, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses dans lesquelles tu as plongé avec vraiment de l'intensité. Donc il y a eu Flo de la Vega, le chanteur du groupe des Frérots de la Vega. Ensuite, il y a eu cette période où tu as vécu dans la forêt pendant plusieurs années. Peut-être un passage que tous n'ont pas compris d'ailleurs. Ensuite, il y a eu une nouvelle étape, ici aux îles Canaries, avec tous ces espaces que tu proposes, avec de l'impact. On sent aussi une recherche introspective. On sent que chaque fois que tu fais quelque chose, voilà, tu plonges pour de vrai. C'est pas juste tu trempes le pied, on y va. Et en même temps, pour moi, avec une lucidité sur tous les chapitres que tu as pu passer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que tu es capable de regarder cette version de toi et de dire « Ouais, j'étais là-dedans, en fait. T'es allé au bout de ton exigence, et en même temps, ouais, j'étais là-dedans. Je crois que c'est l'introspection dont je parlais tout à l'heure qui est plus fort que tout. Et j'en parle souvent dans les podcasts ou dans le livre que j'ai écrit. Je dis souvent, les rêves sont des prétextes. Parce que, en fait, j'ai déjà réalisé beaucoup de rêves et j'ai constaté qu'à chaque fois, ce qui était le plus consistant dans le rêve, c'était pas en soi la réalisation, c'était le chemin et donc la transformation. Parce que chaque rêve que j'ai visé partait d'une vision, d'une utopie, de quelque chose qui était très vibrant, très fort. Et forcément, les premières étapes, c'est constamment de se retrouver face à soi-même, face à ses peurs, face à toutes les barrières, quoi. Toutes les barrières, les croyances qu'il y a en nous. Et à force de réaliser des rêves, qu'ils soient petits ou grands, challengeants, dans l'ombre ou dans la lumière, il y a toujours cette constante-là d'évolution. On ne réalise pas un rêve, on se réalise soi, j'ai l'impression. Et du coup, moi qui suis exigeant, extrémiste, plus je réalise de choses variées, plus j'ai l'impression que je vais chercher des facettes de moi et que je les ramène ici et que je grandis. Et je sais plus ce que tu me disais. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu as fait la synthèse? Comment est-ce que tu fais la synthèse aujourd'hui de tous ces rêves, toutes ces choses que tu as déjà accomplies? Et comment est-ce que tu te les appropries? Ouais, je crois que le truc que je remarque, c'est... je crois qu'on est multifacette. Je crois que peu importe un petit peu où tu vas, j'ai l'impression que ce que j'ai compris là, c'est que je pouvais être tout ce que je veux. À partir du moment où ça vibre fort dans mon cœur. Mais cette époque d'ermite où j'étais dans la forêt aurait pu prendre plein d'autres formes en fait. Je crois que c'était une nécessité pour moi de comprendre les polarités. Je suis allé explorer les polarités du capitalisme, de l'industrie, de la musique, des médias, du show business, de la lumière. Et je suis allé dans l'opposé. L'ermite, l'ombre, la solitude. Pour moi, c'était important de naviguer entre ces deux pour me dire, ok, je suis capable de tout vivre. Et dans les deux extrêmes, il y a quelque chose qui est similaire, c'est que je peux me brûler les ailes. Je peux souffrir, je peux être triste. Et donc, ça m'a ramené à, mais en fait, c'est qui moi? Parce que je suis un peu ça et je suis un peu ça aussi, finalement. Ça m'a ramené à mon centre, ça m'a ramené à encore plus affiner ce que je suis. Et je crois que c'est ça que me permettent les expériences comme ça un peu extrêmes, je synthétise que à chaque fois je fais des micro décalages, tu vois, je m'engage dans un truc pour aller découvrir quelque chose de moi, mais à chaque fois je reviens. Et à chaque fois je reviens à quoi? Ce dont on parlait hier, l'expression, le fait de communiquer, le fait de créer, le fait d'être dans la lumière pour être le pont de quelque chose, tu vois, de la créativité, c'est ça, on est le pont entre l'immatériel et la matière, entre l'invisible et le visible, et j'aime être à cette place. Je trouve que c'est un honneur en fait d'avoir ces facettes-là, de pouvoir ouvrir grand et juste être traversé par des mots, par des mélodies, par des images, par des délires. Je crois que c'est ça maintenant. Je suis assez clair sur ce que je veux être. Et ouais, c'est cool.
C'est intéressant parce que l'image que j'ai, c'est que c'est comme si tu allais chercher des petits trésors à droite à gauche et que tu étais capable de les ramener là et d'en faire quelque chose de nouveau. Et il y a autre chose sur lequel je voulais rebondir. Tu en parlais tout à l'heure, c'était les peurs. Accomplir le rêve, tu as dit que c'était aussi dépasser certaines peurs. Et je voulais te poser la question de toi, quel est ton rapport à la peur dans tout ce que tu as déjà pu vivre. Comment est-ce que tu as vécu avec ça? Comment est-ce que tu as géré certaines de ces peurs et où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est marrant que tu me poses cette question parce que la première vidéo que j'ai vue de toi, c'est où tu parles de la peur. Et en fait, je crois que j'ai adhéré à ce que tu disais parce que je partage cette vision que la peur est un indicateur. Et s'il y a de la peur, c'est que c'est bon. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a le potentiel, c'est qu'il y a l'envie. Et donc, moi, la première grande peur dont j'ai beaucoup parlé, c'était l'exposition, le fait d'être vu. La timidité était une étiquette très présente dans une partie de ma vie. Et ça a été celle que j'ai dû affronter quand je me suis lancé dans la musique, que j'ai voulu exister sur scène, que j'ai voulu chanter mes chansons. Et c'était vraiment hyper intéressant de voir le parallèle, de voir le symbole qu'il y a derrière la peur. Pour moi, derrière chaque grande peur symbolique qu'il y a derrière, il y a derrière pour moi une envie profonde et un pouvoir profond. Je pourrais pas le vérifier avec que mon existence, mais à chaque fois que j'en parle avec des gens, il y a cette similitude, tu vois. J'en avais très peur et c'est devenu mon métier. J'avais très peur de parler et je suis devenu quelqu'un qui communique. Et tu vois, c'est ça qu'il y avait en moi. J'étais renfermé. Et je pense que derrière la peur d'être vu, il y avait la profonde envie d'être vu. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, j'utilise la peur comme un panneau indicatif que c'est le bon moment, c'est le bon endroit. Et on parlait du stress hier aussi, le moment où je monte sur scène, il y a une sorte de peur, ce stress que l'on ressent. Pour moi, c'est le portail qui fait que je peux me transformer en cette version. C'est grâce à ce stress-là que toutes mes cellules, toute mon énergie va se positionner dans un endroit qui est celui du mec qui est sur scène, quoi. Parce que si je restais le mec détendu que je suis dans la vie, par exemple, je n'aurais pas la même résonance. Je ne pourrais pas être le gars de scène. Et donc la peur, le stress sont des ponts, sont des marches même. Ça me parle beaucoup, cette image de portail que tu as donnée. Je trouve qu'elle est très très juste parce que c'est un pont d'un endroit à un autre. En fait, tu peux pas y échapper en quelque sorte. Donc on accepte que c'est inévitable, qu'il va être là. Et le fait d'accepter ça, ça fait qu'on vit mieux avec aussi, puisqu'on sait que c'est un peu notre compagne de danse. C'est le portail qu'on doit passer, c'est le passage obligé, mais c'est un passage vers quelque chose de potentiellement très intéressant. Parce que toi, quand tu es sur scène, tu t'éclates. Sur scène, il y a on en parlait aussi hier, de la sensation que je peux mourir. L'urgence et le fait qu'il faille survivre à cet instant. Ben en fait, tu dois survivre, donc il y a une intelligence particulière qui s'installe en moi. Évidemment, je suis fait pour ça, donc il n'y a pas de hasard. Tu vois, je pense que l'idée, c'est pas d'inviter tout le monde à aller sur scène, mais plutôt de se mettre dans les conditions où il y a un rêve et une peur qui connectent. Pour moi, s'il y a rêve et peur ensemble, c'est le bon chemin. Faut pas aller vers toutes les peurs pour se découvrir. Je pense que c'est pas le bon chemin, mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc qui s'active, quoi. Il y a un truc qui s'active, c'est la magie d'une force et d'une énergie qu'on a en nous. Quand tu parlais de survie, tu veux dire que quand tu es sur scène et que tu sens ce frisson, par exemple, donc tu te sens un petit peu en danger quelque part. Est-ce que tu te sens aussi en même temps en vie? Ben ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je me sens en danger, mais je me sens à ma place. Il n'y a aucun doute que c'est là que je dois être. Et c'est cette mélange, cette alchimie entre prise de risque, danger, urgence, plus urgence que danger, qui crée cette espèce d'alignement. Et je me dis, mais en fait, c'est là que je dois être. Et ça, c'est magnifique. Et je crois qu'on a tous un endroit comme ça dans notre existence où il y a cet alignement-là. Et c'est ça que je trouve beau, justement, dans le fait de pouvoir vivre des réalités et ramener cette information. Que ce soit toi, tu me témoignes un petit peu de ce chemin-là aussi. Et je trouve ça cool parce que la vie, elle est courte. On en a parlé tout à l'heure. On va mourir, quoi. Et moi, ça me motive beaucoup d'imaginer ça. D'imaginer que ça passe trop vite. En fait, je le ressens depuis que j'ai un enfant aussi. Je suis trop anxieux pour laisser passer les opportunités de faire face à la peur.
Et bien sûr que c'est désagréable. Bien sûr que c'est des sensations qu'on évite dans le monde dans lequel on est, dans notre époque, tu vois. Tout est fait pour que justement on soit plutôt bien, plutôt confort. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai voulu t'inviter dans cette petite aventure où on côtoie un petit peu l'inconfort. En tout cas, on sort de ce qu'on connaît. Et on y a des belles choses. Enfin, je pense que tu as aimé, je crois. J'ai adoré, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi qui habite à Paris, dans un quotidien très urbain, de reconnecter à la nature, au challenge, de dormir à même le sol, dans une grotte, de connecter avec le rythme aussi de la nature. Donc tu te lèves avec les premiers rayons du jour. Je ne vais pas dire tout ce qui s'est passé, mais parce qu'il y a des choses aussi dans les espaces que tu proposes qui doivent rester dans ces espaces-là, mais c'était très riche et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à reconnecter à quelque chose d'essentiel. Et du coup, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire. Déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que là, depuis tout à l'heure, on a dit qu'on s'était dit pas mal de choses. Et effectivement, dans tout ce qu'on s'est dit en dehors du podcast, il y a plein de punchlines qui sont sorties. Donc là, on en a déjà sorti 2. Le stress est un portail et je vais mourir. Ouais. Et ça, c'est des phrases qui, je trouve, sont très fortes et très marquantes et qui peuvent parler à tout le monde. Donc, le stress est un portail, quelque chose de temporaire, quelque chose à traverser. Ouais. Si tu as un rêve, peut-être que tu peux y aller, peut-être que tu peux tenter. La peur ne devrait pas nous arrêter. Et généralement, les choses qui nous font le plus rêver nous font le plus peur. Et à côté de ça, le stress est un portail, donc quelque chose à traverser aussi, c'est temporaire. Ouais, je crois que l'inconfort, c'est un truc qu'on doit traverser dans l'existence, on ne peut pas y échapper. Et on a tous traversé des moments où on côtoie la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et je crois qu'on en ressort tous plus fort et que, bon, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue quand j'ai côtoyé la douleur. La peur de souffrir était beaucoup plus grande que d'explorer la douleur en soi. Il y a quelque temps, je t'avais parlé des calculs rénaux que j'ai fait à l'époque des frérots, où c'était des périodes de crise profonde. Et j'ai pu explorer la douleur au travers de ça. Et franchement, j'ai été d'une reconnaissance de pouvoir vivre cette expérience et de savoir que j'ai une résilience quasi infinie, que je peux traverser ces moments-là et me sentir bien, pouvoir y trouver de la paix. Et je crois que souvent, ce qui fait le plus peur, c'est la transition entre un état et un autre. Et c'est ça qui est le plus inconfortable. Mais une fois qu'on est dedans, on y est. On peut s'adapter à un peu tout. Donc on peut changer de réalité. On peut aller vers son rêve et s'adapter à un nouvel environnement. Je sais qu'aujourd'hui que je suis résilient, je peux être un ermite. Je sais que je peux passer un mois seul. Et je sais que je vais y trouver des trucs magnifiques et je sais que je vais me sentir triste aussi. Mais je peux aussi m'exposer à la télé. Et je sais que je peux y passer des très bons moments et aussi être triste. Et donc ça me donne de la force pour m'engager dans tous mes rêves en me disant, ok, il va y avoir un moment où dans le package, il y a la transition. La transition, c'est faire face aux croyances, faire face aux peurs, faire face à la résistance du mental, qui n'a pas envie, tu vois, aller dormir dans la grotte comme on y allait. J'ai plus souffert la journée avant que tu arrives. Souffert entre guillemets, tu vois, il y avait un stress, il y avait une tension. Donc elle est pas très agréable, cette tension. Mais une fois qu'on était dedans, je me souviens, on s'est habillés, il faisait nuit, on a éteint les lumières et on a commencé à marcher avec la lune qui nous éclairait. Et en fait, j'étais dans le présent et il y avait que du kiff. Et je me suis dit, mais putain, t'as passé ta journée à te préoccuper, entre guillemets, tu te souviens pas que tu sais faire, tu sais. Et c'est juste la transition qui est dure. Une fois qu'on est dedans, tout nous ramène à la présence. Et dans les rêves, dans les choses qui sont importantes pour nous, c'est la même chose. Moi, j'avais l'appréhension de me dire qu'est-ce qu'on va faire, parce que je savais pas ce qu'on allait faire. Donc potentiellement, j'étais ouvert à quelque chose de très challengeant. Donc je savais vraiment pas. Donc l'inconnu, en fait, faire confiance, lâcher prise, cette incertitude de pas savoir exactement où on va, et marcher sans lumière, pareil. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment. On va éteindre la lumière, on va y aller. Mais je crois qu'apprendre à se baigner dans cette incertitude, il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Il y a quelque chose d'essentiel, cet inconfort. Ouais, et puis surtout, on se côtoie. On sait qui on est. Tu vois, là, je te connaissais peu. En fait, j'aurais pu taper plus haut avec toi. Je sais que en fait, c'était très accessible, ce que je t'ai proposé dans l'inconfort. Au final, on aurait pu faire le TID, tu vois, et t'aurais répondu présent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aller côtoyer l'inconfort, c'est aussi se découvrir. Et parfois, on a très peu conscience de ce qu'on est capable. Et
Et c'est bizarre, mais l'énergie que l'on déploie, inconsciemment évidemment, à résister, c'est dingue. Parce que si on la mettait au service, on irait chercher des choses dont qu'on peut pas imaginer. Moi, c'est les aventures physiques qui m'ont permis de découvrir ça. J'étais pas marcheur, je me suis mis à marcher et à monter le Teide ici, le Toubkal au Maroc, qui sont à plus de 3000, donc de l'alpinisme, quoi. Je suis passé de je marche pas à je marche. Et j'ai découvert des trucs en moi, à quel point on est infini en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie dans le fait de me défier. Quand tu crois que tu peux plus, tu peux encore. Ça me marque beaucoup et ça résonne beaucoup quand tu dis qu'on déploie beaucoup d'énergie en fait à résister. Ouais. Là où peut-être que en y allant, d'une part on va découvrir quelque chose comme tu le dis. Déjà on va mieux se connaître et ensuite un potentiel pour nous. J'ai envie de revenir sur toutes ces transitions dont tu parlais parce que c'est intéressant, c'est croustillant parce que tu as eu des virages à 360 degrés. Donc chanteur au sommet à ermite. Ouais. Déjà, on peut parler de cette transition. À fond. Comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Parce que tu passes là d'un rêve à un autre rêve. Bizarrement, arrêter, passer de chanteur à ermite, c'était pas si... Ouais, si, c'était dur, j'abuse. J'ai mis 6 mois à le dire à Jérém. Non, là, j'allais faire un raccourci. Non, c'était très dur d'assumer ce qui était là en train de vibrer fort, tu vois. Je crois que c'est toujours la même chose, c'est s'aligner sur soi. Souvent, c'est dur, mais quand on a fait cette mécanique, quand on connaît la mécanique, quand on s'est lancé, c'est plus simple ensuite. Et on connaît un petit peu tout ce qui se passe. On connaît cette résistance, on connaît la peur, on connaît les voies du mental. Et moi, il y a un truc qui s'active souvent, c'est l'audace. J'ai un truc très audacieux en moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne comprends pas vraiment parce que ma vie, elle a été tellement multiple que c'est pas un truc que j'avais avant. Je peux pas dire depuis toujours, je suis quelqu'un d'audacieux. J'ai toujours été très réservé jusqu'à 20, 25 ans, tu vois. C'est là, depuis 10-15 ans, que je m'observe et c'est vrai que les autres me le renvoient, tu vois, me disent, mais putain, t'as fait ci, t'as fait ça. Et moi, dans mon esprit, c'est pas dur. Dans mon esprit, j'ai pas le choix, en fait. C'est plus dur pour moi d'accepter de rester dans l'aventure des frérots. Ça, c'est une souffrance. Ça, c'est, pour le coup, là, on aurait pu me dire, putain, t'es courageux, quoi. T'es resté. Non, moi, je le vois pas avec beaucoup de... Pour moi, c'est naturel, en fait. C'est naturel. Comme si tu avais besoin de le faire à ce moment-là. J'ai pas le choix, c'est vital, mon corps entier me le dit, c'est dur. Et je pense, enfin j'espère que c'est un truc que tout le monde vit. Je sais pas si tu le vis toi, mais quand tu vas pas vers toi-même, putain, tu souffres en fait. Ouais. Et en fait, les gens qui souffrent dans le quotidien, dans leur vie, qui sont en déprime ou tristes, est-ce que c'est pas juste ça en fait? Est-ce que c'est pas le fait qu'ils sont pas centrés ou alignés sur ce qu'ils veulent être? Moi, si ce genre de podcast et ce genre d'échange, ça peut motiver les gens à se lancer parce que on n'a qu'une vie, on va mourir et qu'est-ce qui peut se passer? Hier, on l'a dit dans la voiture, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, on parle beaucoup des choses qu'on voit, que j'ai réalisées, qui paraissent être bien réalisées, mais il y a plein de trucs que j'ai fait aussi qui ne marchent pas. Hein. Et en fait, aujourd'hui, c'est juste un jeu, quoi. Et j'ai envie de le garder, ce jeu. J'ai envie de garder cette philosophie de jeu et d'exploration, d'aventure, tu vois. Je ne sais pas à quoi sert la vie. Je ne sais pas vraiment s'il y a un objectif. Je ne sais même pas si j'existe vraiment. Tu vois. Tout ça, je le remets en question et je me dis, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je crois que je veux m'amuser. Je veux mettre de la légèreté dans la densité. Je veux mettre du sérieux dans le jeu. Je veux multiplier un peu les nuances dans ce que je peux vivre. Et donc, ça passe pour moi par le fait de me dire, cette direction, je la prends à 100% comme un joueur. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au fait de vouloir revenir dans la musique. Je vais gommer les ambitions de l'ego, je vais gommer les peurs, je vais essayer d'y aller en me disant, attends, je vais mourir là, je sais même pas quand. J'ai encore envie de vivre une expérience qui va venir me challenger, qui va venir créer des émotions pour moi, pour mon fils, pour sa maman, pour mes parents, pour les gens qui suivent ce que je fais. C'est pour tout ça que je vais le faire, pour le jeu. Et ça, je crois que c'est inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire d'imaginer qu'on peut vivre la vie de cette façon. Et évidemment, avec beaucoup d'humilité, j'ai la chance, je suis en bonne santé, j'ai une abondance qui me permet de m'engager à chaque fois dans des rêves avec peu de préoccupations. Mais je sais que je suis, du fait de me mettre dans cette énergie, je sais que je créerai toujours de l'abondance. J'ai aucun doute sur le fait que ma vie sera toujours alignée.
sur l'abondance. Ce qui est, ce que moi je remarque vraiment dans tout ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a un endroit où tu suis tes envies, en fait. Tu suis ce désir qu'il y a à un certain moment, qui donne lieu à un chapitre de ta vie. Et Ouais. c'est ce que tu viens de dire quand tu parles de ton retour 2025, où tu dis qu'en fait, il y a une profonde envie d'y aller. C'est ce désir, en fait, qui est là. Donc, en quelque sorte, un rêve. Mhm. Et en fait, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai pas le choix. Ah. En fait, j'ai fait le tour aussi de plein de choses. J'ai vécu tous ces délires dont je parlais, donc l'ermite, le jardinier, le mec fâché contre le monde, la société, tu sais, avec des principes et des valeurs magnifiques. Oui, je suis l'écolo qui va sauver la planète. C'était magnifique de vivre toutes ces réalités. Je les ai vécues à 100%. Ok, au final, il s'est passé quoi pendant quasiment 10 ans là? J'ai un peu tourné autour du pot. J'ai cette sensation, en tout cas, c'est pour ça que je sens l'urgence et que j'ai pas le choix. Le pot, c'est être sur scène. Et j'ai dérivé en fait le fait d'être sur scène et dans la lumière de façon créative. J'ai fait des podcasts, j'ai créé un vlog, j'ai fait des retraites pour hommes, j'ai participé à plein de trucs qui m'ont stimulé, qui m'ont donné cette place dans la lumière dont j'ai besoin et qui est pour moi vitale. Mais regarde, elle est là, tu vois, elle est à côté de moi. La guitare, elle me suit, les mélodies, ma voix, le fait de m'amuser à créer des choses et imaginer embarquer les gens dans cet univers, c'est plus... Bizarrement, je le découvre comme maintenant. C'est fou de dire ça, hein. C'est pour ça que je dis j'ai tourné un peu autour du pot. Ouais, je vois vraiment la boucle qui s'est bouclée et un retour à un centre. Et en même temps, j'ai envie de te questionner sur toutes ces étapes et ce que tu as appris en chemin. Ouais, à fond. Et ce que... Pour moi, tu as une qualité, en fait, je sais pas si tu le réalises, mais c'est cette capacité, cette lucidité à porter un regard sur tout ça. Parce qu'à aucun moment, tu es resté prisonnier de ce que tu appelles ces délires. Tu aurais pu. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à remettre en question ces phases de ta vie comme ça? Bah, c'est ce que tu dis dès le début, c'est que je suis un rêveur exigeant. Et que pour moi, l'exigence, elle existe dans le fait d'être jusqu'au boutiste, radical, mais aussi d'être dans la justesse. Et la justesse te ramène toujours au centre. La justesse te fait mettre de la nuance, te fait finalement sortir de la dualité et de la polarité. Et donc je suis obligé de revenir à mon centre, et mon centre, c'est ça. Et pourquoi j'ai cette lucidité? Parce que je crois que j'ai besoin que ça ait du sens, en fait. Si pour moi, planter des arbres, être décroissant contre le système politisé dans ma façon de vivre, ça n'amène pas le bonheur de ma famille, des miens, que ça me met en crise, que ça me met en contradiction, en tension avec le monde, ça ne va pas. C'est pas logique. C'est pas la logique que je veux appliquer. Et ça a été dur quand même à m'en sortir, tu vois. Je suis rentré très, très, très profond. J'ai vraiment cru à tous ces idéaux. Ça a duré combien de temps, cette période de vie dans la forêt? Alors, ma maison de l'époque 2016, et elle a fini en 2024. Donc, il y a eu une entrée dans cet univers très radical. Ça a été 0-100. Fin des Frérots de la Vega. Immersion dans tout cet idéal. Et déconstruction petit à petit. Et je crois que les dernières croyances, je les ai lâchées là, quand j'ai lâché ce lieu, tu vois, en 2024. Donc, c'est long. Pour moi, c'est long. Parce que je suis exigeant et donc anxieux. Il faut que ça aille vite. Je crois que c'est ça aussi qu'il y a derrière l'exigence en moi, c'est l'anxiété. Le matin, tu sais, j'écris. On a parlé de ça. Et j'essaie d'être le plus honnête sur ce que je vois de moi. J'utilise ma vie, mon quotidien, comme une façon de me voir. Donc, on a passé plus de 24 heures ensemble et je me suis vu face à toi. Il y a eu des choses où je me dis, ça, c'était bon, aligné. Ça, c'était aligné. C'est pas bon ou mauvais. Ça, c'était aligné. Là, il y avait ça. C'était quoi ça? Et donc, le matin, j'écris. C'était quoi ce truc qui est apparu là? Pourquoi il y avait ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je sais pas pourquoi j'ai cette exigence avec moi-même d'aller chercher. Et du coup, ça fait que je vais vite aussi dans mes process. Je vois très vite là où je m'égare un peu, tu vois. En tout cas, j'ai cette sensation. Et je côtoie des gens aussi très inspirants et très alignés. Donc quand je côtoie avec toi 24 heures, je me vois encore avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de subtilité. Et comme je garde ce lien avec moi constamment, voilà, ça évolue, ça change.
j'y vais à fond. Après, je me dis, peut-être que je me suis un peu... On a eu plein d'échanges sur plein de sujets. Et je vois que je t'ai dit des trucs que j'aimerais ne plus répéter, parce que je crois que c'est pas vrai. Sur moi, sur les concepts. Et j'aime bien justement avoir cette humilité, en tout cas d'essayer de l'être. Humble face à ce qu'il y a à l'intérieur. Je respecte vraiment cette quête constante de justesse. Elle me parle. C'est cet aller-retour constant entre ce qu'on vit, ce qui sort de nous, nos expériences aussi, donc ce qui nous rencontre. Et ce retour à soi où on se dit est-ce que c'était vraiment ça ou pas. Et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le fait de pouvoir faire cette introspection. D'ailleurs, tu proposes des aventures introspectives, donc je ne suis pas surpris que tu sois constamment en train de faire ton introspection. Et j'ai envie de te dire que c'était pareil pour moi. Et c'est ce qui est très puissant dans ce genre d'aventure, où on a un effet miroir avec le groupe. En l'occurrence, on était tous les deux. Mais le groupe te renvoie cet effet miroir qui permet aussi de mieux te connaître. J'ai envie de revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a un truc qui m'a intrigué sur, quand on parlait de lucidité, sur ta capacité à entrer dans des chapitres, aller au bout d'un délire, et puis te dire en fait c'est plus juste. Tu avais l'air de parler de souffrance dans cette forêt. Est-ce que tu pourrais mettre un peu plus de mots sur ça? À quel moment tu es souffrant, toi individuellement, où tu sens qu'il y a peut-être un manque? Est-ce que ça a affecté ton entourage? Comment ça s'est joué tout ça? Ouais, il y a un truc qui se joue, je pense, quand on est un tout petit peu à côté. Qu'on est presque dedans, mais qu'on est un peu à côté. Et ça a été le cas pour moi quand je me suis engagé dans ce rêve-là, ce délire. C'était finalement d'avoir repoussé, rejeté une partie de moi. En voulant incarner une nouvelle version, j'ai découvert plein de facettes que j'ai gardées aujourd'hui. Mais j'ai cette tendance radicale à rejeter l'ancien ou rejeter le reste. Et j'ai perdu le feu, c'est ce que je te disais hier. J'ai perdu ce feu intérieur qui est pas la créativité, parce que j'étais très créatif dans la forêt. Mais j'étais seul. Et je crois que je ne peux plus aujourd'hui imaginer être seul. Il faut que je sois en lien. J'ai besoin d'être en lien avec les humains dans la vraie vie. J'ai besoin d'être en lien de manière virtuelle et digitale. Et j'ai besoin d'être en lien sur scène. J'ai besoin d'avoir ce feu-là constamment alimenté. Et c'est ça que j'ai découvert quand j'avais mis tout en place, un idéal de vie qui était magnifique, tu vois. J'y croyais profondément à cette vision. Bizarrement, le matin, tu vois, je mettais en place des routines de vie qui étaient censées me rendre heureux, qui étaient censées amener quelque chose de bon à la planète, mais j'étais fade, j'étais amer, j'étais... Comme si tu avais abandonné quelque chose, ou tu t'étais déconnecté de quelque chose? Ouais, j'étais déconnecté du sacré, du feu, de quelque chose de ma puissance. On a parlé de masculinité aussi pendant ces temps ensemble. Je pense que j'étais déconnecté de mon pouvoir masculin aussi. J'ai vachement féminisé. Cette partie de ma vie était très en faveur du spirituel, de l'émotionnalité, de la réceptivité, de la douceur. C'était essentiel. Mais cette tendance à vouloir repousser le reste a fait que j'ai repoussé beaucoup de choses de ce que je suis aussi, de ma puissance, de mon masculin, de mon feu, de mon ego qui veut se montrer aussi. Je croyais qu'à ce moment-là, que se cacher, ne pas avoir une apparence de quelqu'un de superficiel, c'était juste. Et je me suis rendu compte que c'était le même ego. C'était l'autre face de la médaille de l'ego. En fait, vouloir se cacher, vouloir être timide, c'est le même ego que celui qui veut se montrer. C'est juste tu renverses la médaille. L'ego qui s'annule en quelque sorte. Ouais, qui se donne l'apparence d'être dans la justesse et dans l'humilité. Ça, je l'ai vu, ça a mis du temps. C'est très fort de dire ça, parce que être capable de se regarder et de dire j'étais là-dedans, comme je te le disais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rester prisonniers d'une histoire qu'ils se racontent. Mais ce qu'on entend vraiment, c'est qu'il y avait cet espace, quand tu parlais de féminin et de masculin, dans cette énergie masculine dont tu parles, j'ai presque l'impression, enfin moi je te revois sur scène, quoi. Je te revois sur scène, en train de sauter, en train de chanter, et de dire... limite, j'entre dans le monde comme ça, et je suis dans le monde comme ça, et j'exprime ce truc-là qui t'habite, qui t'enflamme même. Ouais. Il y a vraiment une image de lion. Hein. Tu sais, c'était Nat, la mère de mon fils, qui me disait, tu as une énergie de lion quand tu es sur scène.
Et pour moi, c'était beau de découvrir ça parce que je suis passé de cette image de timide, effacé, réservé à boum, j'explose et je saute partout dans l'arène, quoi. Et cette énergie, quand je suis parti dans la forêt, je l'ai réannulée. Je dis non, c'est pas bon ça. Ça, c'est de l'ego. Ça, c'est le star system. Ça, c'est... allez, on va aller dans l'ombre. J'étais vachement influencé par la lecture de Pierre Rabhi à cette époque. Il parle de sobriété heureuse, tu sais. Ça a été une partie de son œuvre. Et c'est des valeurs auxquelles, ouais, radicales. J'ai lu. Ok, je ferai ça. Et Rêveur exigeant. j'y vais pas à moitié. Jusqu'au boutiste. Ouais, jusqu'au boutiste, rêveur exigeant. Et donc, en fait, la finalité, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. L'objectif, c'est pas de sauver le monde. L'objectif, c'est d'être quitté. Et ça, c'était dur parce qu'aujourd'hui, tu as vu, on est bombardé d'infos polarisantes. Il y a ceux qui font le mal et il y a ceux qui font le bien. Et pour moi, c'était très dur de sortir de ce débat, de choisir un camp. Il fallait choisir un camp. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'étais vraiment bombardé de ça. Et aujourd'hui, je veux plus choisir de camp. Aujourd'hui, je veux avoir le courage de dire non. Non. Mon camp, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et personne ne sait ce que je dois faire à part moi. Et du coup, je vais suivre ça. Et si ça doit me faire passer par énormément de paradoxes et de contradictions, je suis OK. Je suis OK d'être l'ancien écolo qui a pris pendant 1 an et demi, 2 ans, un avion tous les 15 jours. Moi, j'ai été ça. Ça fait l'objet de ce que je suis en train de créer aujourd'hui. Mon nouvel album, cette nouvelle vision raconte cette transition où j'ai absolument fait face à toutes ces contradictions. Le gars qui veut pas d'argent mais qui a un compte en banque plutôt bien rempli. Le gars qui trace pieds nus, qui ressemble à un hippie mais qui a un camion à 60 000 balles. Ce genre de truc, c'était très difficile pour moi avant parce que je polarisais tout. Quand j'ai arrêté de polariser, je me suis rendu compte que la vie était plus agréable. Ça n'empêchait que mes actes, mes choix, elles étaient guidées par quelque chose de noble qui est mon cœur, tu vois. Je crois plus à ça aujourd'hui. Et l'exigence aujourd'hui, c'est ça, c'est de tenir ce fil. Pas me faire trop embarquer et attraper, absorbé par les bruits qui courent, le monde autour. Ça, c'est dur. Ça, c'est... Ouais. Je trouve ça... Ouais. Ce retour à soi et cette honnêteté vis-à-vis de soi, s'accepter entièrement, pleinement, nos parts d'ombre aussi, ouais, du coup. sans polariser nécessairement. Ouais. Comme tu dis, il y a les bons, les mauvais, les gentils, les méchants. Ouais. Puis généralement, on aime bien se positionner dans le camp du bien. Et on ne se rend pas compte du mal aussi qu'on est capable de faire. Yes. Des gens qu'on peut heurter. Alors avant ce retour de ce feu sacré d'artiste, enfin en tout cas il y a ce retour, cette réalisation que tu as profondément, c'est ça qui t'anime. Et en parallèle, il y a d'autres choses qui émergent, notamment les espaces que tu as ouverts pour des hommes, notamment ce livre que tu as écrit, ces podcasts aussi, Monologue d'un rêveur, que j'invite les gens qui écoutent à aller voir parce que c'est très intéressant. Comment est-ce que ça émerge tout ça ? Là, les mots qui sont apparus dans mon esprit, c'était crise après crise. Parce que moi, je suis en constante crise d'adolescent, tu vois. C'est pour ça que je dis des délires. Évidemment, c'est des rêves, mais c'est des délires. Et tout part d'une crise de je me sens plus bien là où je suis. Donc, il faut que je rêve de ce que je veux. Et donc, je rêve profondément et donc, je m'engage dans ce délire à fond. Et donc, ça passe par toutes les crises d'humain que je traverse, de mon quotidien, de ma vie d'humain, tout simple. Le couple, l'amour, la parentalité, la séparation, le fait de perdre mes repères, de vivre à l'étranger. Et tout ça, ça amène des crises, des tensions plutôt. Le crise va être mal compris, je pense. C'est des tensions. Pour moi, c'est ce que je comprends aujourd'hui, c'est les tensions, c'est ce qui est le plus beau. C'est ce qui va créer, c'est ce qui va amener la créativité. Je vais me sentir dans quelque chose de tendu. Là, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Et la tension va m'amener vers cette essence, vers ce mouvement. Comme si ton âme avait une longueur d'avance. Elle t'attend dans ton futur, tu vois. Dans mon album solo, j'ai écrit une chanson qui s'appelait « Souvenir de demain ». Je crois à cette idée-là que notre âme, elle a une longueur d'avance dans la temporalité si on décide de l'appliquer, le futur, tu vois. Ton âme, elle est dans ton futur.
et elle crée constamment des tensions. Non, elle crée un appel. Ce qui crée la tension, pour moi, c'est la résistance du mental. Et là où il y a résistance, il y a peur. Et donc, il y a une future version de moi qui m'attend. Et donc, c'est des mini-crises, parce que tu es constamment face à toi-même. Tu dis, putain, j'ai envie d'aller là, mais ça fait peur. Putain, si, il faut que j'assume. Je veux venir vivre à l'étranger. Il faut que j'assume que je vais donc dire à mon fils et à sa maman, dont je me sépare, que je vais assumer ça. Je vais assumer aux yeux du monde que je suis le père patriarcal qui abandonne son fils. Il faut que je fasse face à ça. Et donc ça crée une tension, ça crée une crise. Mais comme je suis exigeant, comme je suis un rêveur jusqu'au boutiste, j'y vais, je m'y engage, je fais face à cette tension, à ces crises. Et donc forcément, les sagesses apparaissent, les compréhensions. Les bouts de moi que je ne connaissais pas s'intègrent. Et aujourd'hui, tout s'aligne. Mon fils vit avec moi, sa mère, elle est trop heureuse que ça soit comme ça pour le moment. Il y a une synergie qui s'est créée dans le fait d'avoir assumé. Et ça, je pense que tu connais aussi. Tension, crise, alignement. Tension, crise, alignement. Tension, crise. Cette phrase que tu as prononcée m'a aussi beaucoup marqué, crise après crise. Ouais. Et un autre truc que tu disais, que en quelque sorte, il y a une version de toi, ton âme, qui sait déjà vers où elle veut te mener, ou vers où tu vas, et que la crise amène cette tension qui est en fait c'est comme si autre chose devait éclore. Ouais. Je vois ça comme ça. Et ça me parle beaucoup aussi. Et je pense que ça peut parler aux gens qui nous écoutent de se dire qu'en fait, une crise, c'est pas une fatalité. Peut-être que, encore une fois, c'est un portail. Peut-être que cette tension, elle a quelque chose à nous dire. Ah, c'est hyper intéressant. Je ne l'avais pas rassemblé dans mon esprit de cette façon, mais on parlait du stress comme un portail. En fait, ouais, c'est ça. La crise, c'est le stress, on va dire. C'est cet inconfort, cette transition qui t'amène vers ce nouvel état. Et en fait, c'est inévitable. Je crois que si l'exigence de fait de vouloir manifester, rêver sa vie et incarner, je crois qu'il faut inclure direct que c'est ça, le chemin. Et on ne parle pas de labeur, il faut souffrir. Non, on ne parle pas de ça. On parle il y a une transition, et cette transition, c'est faire face à soi, faire face au stress, à la peur, à l'inconfort, à la perte de repères. Aller vers ses rêves, c'est aller vers l'inconnu. On n'a pas le choix que d'aller vers quelque chose qui n'existe pas, sinon on revient en arrière, en fait. Et ça passe nécessairement par le fait de faire des choses que l'on n'a jamais faites. Et ça, c'est inconfortable. Et je crois que la philosophie qu'il y a derrière les aventures, dans ce que je propose aux hommes, et ce que j'ai envie de proposer d'une manière plus large dans ma vie, à travers de l'éducation que j'ai avec mon fils, d'expériences que je vis avec des amis comme toi, c'est qu'on se rappelle qu'on a cette possibilité, cette faculté, ces ressources pour être résilient, quoi, et créatif du coup. Parce que de là, tu te mets dans cet état d'urgence dont on parlait, et en fait, tu as tout qui s'aligne. On a une intelligence dont on n'a pas conscience dans le quotidien dans lequel on vit, forcément. On répète mécaniquement beaucoup de choses. C'est la vie qui veut ça, c'est normal. Mais s'autoriser et être exigeant pour justement sortir de temps en temps, il y a plein de façons de le faire dans son quotidien. Et il y a plein de coachs qui le permettent. Il y a plein de gens comme toi, comme moi, qui proposons des alternatives. C'est comme ça qu'on réalise ses rêves, c'est comme ça qu'on avance. Et on avance avec les cycles, et on avance avec ces tensions et ces crises. Et aujourd'hui, évidemment que là, on est en train de s'élever, on parle, on a notre sagesse qui est là, et notre confiance, et on voit tout super... Et évidemment que quand moi je vis une crise, je ne suis pas en train de sourire. Ça aussi, il faut... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, du fait de manifester, et souvent c'est des gens qui parlent avec cette énergie d'alignement. Mais c'est important de rappeler aux gens que ça ne va pas être facile. C'est important de rappeler que c'est normal, que c'est pas parce qu'eux aussi résistent et que leur mental leur dit non, il ne faut pas y aller, qu'ils sont en train de se tromper. Non, c'est normal, c'est des symptômes. C'est les symptômes du bon chemin. Plus il y a de résistance, plus c'est bon signe. Et j'ai aussi envie de dire qu'on peut donner un peu de contexte. Tu parlais des problèmes de santé que tu as eus. Ouais. Ça n'a pas du tout dû être agréable quand tu as voulu quitter le groupe des frérots, quand tu avais des calculs, donc ton corps qui te disait là, il y a quelque chose qui ne va pas, écoute-moi. Je peux parler de ce podcast, comment il a eu lieu. J'arrive à l'aéroport de Tenerife, la valise n'est pas là. Ouais. J'ai tout mon matériel dedans. Donc voilà, il y en a pour quelques milliers d'euros d'investissement.
Je sais on est censé enregistrer quelque chose ensemble. J'ai pas d'informations précises de l'aéroport. On ne sait pas quand la valise va arriver. On est dans l'inconnu. C'est très désagréable. En même temps, j'ai aucune maîtrise sur ça. Je dois juste accepter que en fait, on part à l'aventure et on verra si la valise arrive. Voilà. Il y a aussi tout ce côté l'envers du décor qui est intéressant. Effectivement, et je te remercie de dire ça, de dire c'est facile de parler, mais le quotidien et les épreuves, on peut les vivre intensément, surtout quand on est particulièrement touché, quand on a une certaine sensibilité. Mais encore une fois, là où tu nous amènes, c'est de dire que c'est pas une fatalité. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti profondément désespéré, en mode je sais pas vers où aller ou je sais pas quoi faire? Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu... En fait, ouais, je passe par ces moments. Mais ils sont très courts. Ils sont très intenses aussi. Mais j'ai une constitution intérieure qui fait que je reste peu dans ces moments. Je cultive pas beaucoup ces instants-là de perte, de repères. J'ai un entourage qui le favorise aussi. J'ai des repères très stables dans mon entourage. J'ai une vie saine, je fais en sorte de faire les choses correctement aussi. Je suis exigeant aussi par rapport à mes rêves. C'est-à-dire que à 37 ans, on sait aujourd'hui ce qui est bon pour nous ou pas, tu vois. Donc je m'autorise des écarts, je m'autorise de lâcher prise sur plein de choses au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil et tout, mais je suis focus, quoi. Je suis pas focus comme un homme alpha entrepreneur et tout ça. Non, en fait, ça y est, quoi. Maturité. Manger ça fait mal. On arrête. Même si y a des moments, j'en ai besoin, j'en ai envie, du sucre, du chocolat, et j'ai des périodes où je tombe dedans. Mais je reviens très très vite à mon centre. Et donc évidemment, des moments comme ça où je comprends plus rien, j'en ai, et c'est souvent des moments où je pleure. C'est souvent des moments où je perds de l'énergie positive. Mais la vie, elle continue en fait. J'ai un fils, j'ai des projets. Il faut continuer à vivre, quoi. Et donc, très vite, je reprends les rails. J'ai des amis avec qui je peux parler. Aujourd'hui, j'ai aussi un cercle d'hommes qui s'agrandit au travers de mes retraites. On a des liens, on a des groupes WhatsApp. Et je sais que je peux faire confiance à ces hommes aussi pour lâcher de la vulnérabilité et dire ouais, les gars, je suis en train de traverser ça. J'ai juste besoin d'un écho. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas avant. Et c'est incroyable d'avoir cet appui-là. Et je suis très positif dans le fond, je le sais. Je sais que je cultive ça aussi. Ouais. Après, il y a forcément des gens qui vont entendre ça et qui vont dire oui, t'es très positif, c'est bien, t'as une notoriété, t'as gagné de l'argent, t'es un beau gosse, c'est facile pour toi. Ouais. Tu vois, il y a toujours ce truc-là que naturellement certaines personnes vont penser et ressentir. Mais tu vois, c'est facile évidemment. Mais quand ça va mal, ça va d'autant plus mal que c'était facile en fait. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, mon juge intérieur, celui qui va prendre un malin plaisir à me fustiger, bah, il va utiliser tout ça, il va dire « Mais mec, t'as tout, t'es beau gosse, t'as une vie de rêve, tu vis tes rêves, de quoi tu te plains ?» Donc ouais, c'est facile. Mais quand ça se retourne, il faut être solide aussi, tu vois. Parce que j'ai pas d'excuse, effectivement, à me sentir moi aussi mal comme le reste de l'humanité. Et en fait, non, il y a rien qui est facile. Ça, c'est ma finalité, je le sais très bien. Et on a les problèmes et on a les difficultés qui sont à la hauteur de notre vie. Voilà, tout le monde vit des problèmes. Celui qui est milliardaire, il a des problèmes que j'aimerais pas du tout avoir. Et je lui laisse, parce qu'ils sont très réels, ces problèmes, tu vois. Et celui qui a pas assez à manger, pareil. Ça y est, enfin, je me sens à l'aise avec ces multiples réalités. Et ça, cette espèce de voix du monde qui dit oui, pour lui c'est facile. Au début, ça me faisait profondément réagir. Ça me faisait chier même. J'avais envie de les balayer. Et aujourd'hui, j'ai bien vécu. J'ai compris mes mécaniques. J'ai compris à quel point c'était douloureux et difficile pour moi. J'ai compris à quel point j'avais de la chance. J'ai compris à quel point je bossais aussi. Donc ça y est, je suis plus à l'aise avec ça. Et je sais que c'est facile et dur, les deux. Cette exigence vis-à-vis de toi-même, elle prend quelle forme? Dans le côté positif et négatif. Les deux. On va commencer par le négatif. Allez. Le négatif, je le disais un peu, c'est de l'anxiété. Ouais. Énormément de pression. Ouais.
Je me laisse pas beaucoup de répit. Je me mets souvent dans des états un peu de burn-out tout seul. Micro-burn-out. J'exagère, mais c'est pour mettre un terme. Au point où je peux ne pas me rendre compte que je me mets une pression énorme. Une pression, une exigence dans le fait d'aller vite, dans le fait d'être productif, dans le fait d'être efficace, d'être souvent parfait aussi. Parfait en tant que papa, parfait en tant qu'humain, parfait en tant qu'artiste, parfait en tant que amoureux, lover, ami. Et ça, c'est... Il y a un moment où en fait, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de tomber, de lâcher prise, de me réfugier dans des bras, de cajoler un peu mon enfant intérieur et je dis, attends, je vais un peu exagérer, on va revenir à un truc un peu plus doux dans cette exigence. Mais par contre, ça me fait avancer. Et l'exigence positive, c'est le fait que quand ça va pas, je sais que ça va aller. Je sais que c'est un moment. J'ai inclus que c'était pas une fatalité. J'ai inclus que j'ai toutes les ressources. C'est l'exigence aussi de faire en sorte de mettre tout en œuvre. Quand je dis tout en œuvre, c'est pas au détriment de ma santé. C'est justement ça, la petite subtilité qui se rajoute de plus en plus en moi. C'est ok, il faut presser, il faut y aller, il faut se lever tôt, il faut écrire, il faut manger bien. Tout ça, oui, ça c'est important. Mais il y a des moments où on lâche et on va boire 4 bières avec les potos et on va regarder du foot. Et ça, c'est bon, putain. C'est tellement bon de lâcher ça. D'être juste un humain qui sait pas trop ce qu'il fait et qui décroche là. Maintenant, mon exigence, c'est ça. C'est de pouvoir aller là, là et là. Aller partout, être un chaman de l'existence. Tu vois, être hyper flexible. C'est ça mon focus maintenant, le côté où j'aimerais être de plus en plus proche. Mais ouais, l'exigence, ça fait avancer, quoi. Je sais pas, comment tu vis, toi, le fait d'être un rêveur exigeant? C'est pas toujours facile parce que je suis dur avec moi-même. Je regarde toujours ce qui pourrait être mieux, ce à quoi je n'ai pas pensé, là où je ne suis pas encore, toutes les potentialités. Et en même temps, dans le positif, je me rends compte que il y a cette qualité rare où quand je veux faire quelque chose, j'y vais. Peu importe les difficultés, les bâtons dans les roues qui peuvent se présenter. Donc c'est parfois un peu fatigant, ouais, ça me parle quand tu parles de me mettre en burn-out tout seul. Et en même temps, j'ai envie de te redire quelque chose que tu as dit qui me paraît essentiel. En fait, je sens que j'ai pas le choix parce que je ne conçois pas ma vie autrement. Il y a quelque chose qui me brûle à l'intérieur et que si je le fais pas, je vais être profondément triste. Yes. Donc l'exigence, finalement, pour toi comme pour moi, je crois, c'est s'honorer. Ouais, c'est très juste. Et comment on s'honore, du coup, quand on se connaît pas? Excellent. Suffisamment. On connaît des parcelles, souvent on connaît une étiquette et un personnage. Comment tu fais, toi? Moi, c'est ce que j'ai fait, je pense, pendant toute ma vingtaine, c'est de faire plein d'expériences. Et je peux regarder ce que je connais de ton histoire, ce dont on a déjà parlé, en disant que peut-être il y avait aussi ça, cette quête de soi. Et ouais, plein d'expériences. Pour moi, ça a été vivre en Australie pendant 3 ans, vivre une année en Suisse, avoir plein de boulots différents, essayer des choses. Okay. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et je crois qu'à chaque fois, je reviens avec un petit bonus, une petite clé. Ouais. Ah, ça c'est moi. Ah, ça c'est pas moi. Très juste. Ah, là il y a une potentialité. Clé, le mot clé est hyper pertinent. Je crois que c'est ça en fait qu'on recherche. En fait, on veut s'exprimer de manière libre. Et pour pouvoir être de plus en plus libre, il faut ouvrir un maximum de portes pour avoir cette espèce de résilience à chaque instant, dire je vais là. Et que tout s'aligne à chaque fois parce que ça y est, on est des rêveurs exigeants, dynamiques. Et donc, les clés. Et je crois que c'est ça, ouais, vivre en fait, on revient à cette phrase du début de William Blake, c'est ça. Les chemins de l'exigence mènent au palais de la sagesse. Et la sagesse, là, d'un coup, je la vois différemment par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, je la voyais comme je suis un sage. En fait, non, la sagesse, c'est juste se connaître soi. Peut-être juste ça, en fait. C'est déjà la plus belle des sagesses. Pendant longtemps, j'ai couru après une sagesse qui était je veux savoir tout de la vie et du monde pour être une référence. C'était très égo, tu vois. C'était très shaman.com.
C'était très... je vais être le meilleur chez les mystiques. Et là, je découvre de nouvelles choses. Et ça m'emmène à beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de nuances. Et ma sagesse, elle peut aussi intégrer le fait que je suis un connard. Mais je le sais. Donc je sais quand j'agis comme un connard parce que je le vois. Et donc, comme je le vois, il me met moins de balayettes, ce connard intérieur. Ou ce mec qui se croit supérieur. J'ai cette tendance, je le sais, au fond de moi, à vouloir être le meilleur pour être supérieur. Je le sais, intellectuellement. Et donc, c'est cool parce que là, je viens de faire un chemin que je n'avais pas fait avec toi, là, quand je t'ai écouté. La sagesse, c'est juste être soi, se soi, connaître ses parcelles d'ombre. Ça aussi, l'ombre, on en a un peu parlé. On n'a pas vraiment nommé ce mot, l'ombre. Mais c'est un chemin que j'ai fait depuis peu, depuis la séparation avec Nat, avec la mère de mon fils. Le fait de me séparer, ça a été une opportunité incroyable de me découvrir. Pour moi, le couple, c'était incroyable pour grandir, pour évoluer. Ça a été magnifique. J'ai fait des jumps et des jumps, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça là depuis tout à l'heure, mais les femmes, les autres, le miroir que l'autre nous renvoie, c'est ça qui m'a fait grandir. Et la relation que j'ai eue avec Nat, ça m'a fait faire des jumps immenses. L'arrivée de mon fils aussi. Et la séparation a été un step de plus. C'était genre, mais en fait, c'est génial de se séparer en vrai. De se séparer en amour, de faire face à toutes les zones d'ombre que j'avais pas vues. Parce que quand tu te sépares, il y a une crise d'ego qui est évidente. Et aujourd'hui, elle comme moi, on sait à quel point c'était hyper initiatique. Elle date de quand, cette séparation? Ça fait 3 ans. 3 ans de cheminement pour faire les choses avec cet idéal qui nous anime, elle et moi, garder cet amour qu'on a, garder cette union, tout mettre en place pour que tout le monde s'épanouisse, que ce soit elle dans son taf d'artiste, moi dans le mien en tant que parent, et que Senti au milieu soit ce liant et ce lien qui crée à jamais notre amour. En fait, il continue de perdurer cet amour, il s'est juste transformé. Et la séparation de la partie romantique, elle m'a amené énormément. Et donc, j'ai fait face à ces ombres. Donc tu dirais que c'est après la séparation que ce travail a commencé pour toi? Ouais. Et qu'est-ce que tu as compris? Je suis en train de comprendre que ce chemin de la sagesse, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas être le plus brillant possible, quoi. C'est pas être le plus lumineux tel que je l'imaginais avant. C'est de faire face à ce que je suis à l'intérieur. Peu importe d'où ça vient finalement, tu sais. Je crois que plus ça va et moins je veux chercher d'où ça vient. Le transgénérationnel, le karmique, tous ces trucs, c'est vachement... pour moi, qui suis très mental, très cérébral, c'est une masturbation mentale de plus. Et je crois que j'ai juste envie de voir ce qu'il y a et d'y mettre un peu de conscience. Pour moi, déjà, ça résout pas mal de choses. Ouais, parce que je te rejoins, ça peut être un puits sans fond. En fait, quand tu commences à regarder dans ces côtés-là, il y a des choses très intéressantes et ça peut être aidant. Et en même temps, ça peut être un puits infini. En fait, c'est aidant. Mais toi, comment on a vu, ça va trop vite là. Ben oui. Et on aime trop ça. Mais oui. Et donc, tranquille. Ouais. Juste voir que j'ai des ombres, juste l'intégrer. Ouais. Juste intégrer que j'ai des ombres par rapport à plein de dimensions de ma vie. Et que j'ai du chemin et que je vais continuer de vivre pour que ces ombres deviennent quelque chose de... C'est toi qui as dit un mot l'autre jour, il me revient pas. Mais sublimer, t'as dit, c'est possible? Sublimer, ouais. Sublimer des peurs, sublimer des... On parlait des blessures. On se demandait est-ce que les blessures, on les répare? Tu m'as dit non, on les sublime. Je t'ai dit mais c'est quoi? Et tu as parlé de créativité, de partage, de témoignage. Ouais. Bah, je crois que c'est ça en fait. Chaque fois que je découvre une ombre, la plus sale possible, ou la plus tordue, ou la moins acceptée par le monde, plus j'ai cette humilité de me dire bah, ça fait partie de moi, plus je sais que je vais en faire quelque chose de beau. J'ai l'impression que c'est le chemin sur lequel tu es, en réalité. C'est ça qui sort en filigrane depuis le début de cette conversation. Tu parles de cette période dans la forêt et tu dis, mais en même temps, je refoulais la société matérialiste, capitaliste, qui par ailleurs t'avait bien nourri, qui t'avait donné une notoriété. Je refoulais... Enfin voilà, c'est partie de ta personnalité. La volonté d'être sur scène et peut-être d'être connu.
D'être applaudi, d'être clairement. applaudi, d'avoir de l'amour de gens. Et je pense, et après tu disais aussi, je suis capable d'être un connard en fait, donc tu sors du personnage, et en fait c'est intéressant parce qu'on a tous ça, Mhm. si on est complètement honnête. Ouais. On a tous ces aspects-là, et je crois que ça fait énormément de bien d'accepter ça à l'intérieur et de dire bah ouais je suis tout ça, Mhm. j'ai pas besoin de tout changer, j'ai pas besoin de tout régler, Mhm. et peut-être que la création, elle commence là, et peut-être que c'est là, à ce moment-là, quand tu te prends comme tu es, que tu dis bah qu'est-ce que je désire en fait, Mhm. c'est quoi dont j'ai envie maintenant. Ouais, je crois que c'est ça. Ça me parle en fait le fait de constater que je suis comme le reste de l'humanité et que ça y est en fait, c'est réglé. On arrête on arrête le combat intérieur avec soi-même. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, tu vas mourir. Donc, rajoute ça dans l'équation. Et là, demande-toi qu'est-ce que tu vas faire. Parce que c'est là, c'est demain. Tu sais, il y a un jeu d'esprit qu'on peut proposer aux gens, c'est si tu meurs dans 3 semaines, c'est quoi? En fait, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu as? Tout ce que tu es? On parle d'argent, on parle de moyens, on parle de connexion. Qu'est-ce que tu fais? Et je crois que ça dit beaucoup sur ce que tu dois faire. Tu ferais quoi, toi? Tu veux que je réponde? Ouais, j'aimerais bien que tu répondes. Ok. Si je savais que je mourrais dans 3 semaines. Attends, je peux rajouter un petit truc? Vas-y. Mourad, en fait, tu as l'occasion pendant ces 3 semaines de préparer ton départ. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je pense que je recontacterai toutes les personnes avec qui il y a eu des situations tendues ou peut-être des incompréhensions ou des gens que je pense avoir blessés pour expliquer ou m'excuser. Déjà, je ferai ça. Je dirai à tous les gens qui sont importants pour moi que je les aime et pourquoi je les aime. Ça me paraîtrait essentiel à faire avant de partir. Et une fois que ça se serait fait, je pense que je contacterai toutes les personnes que j'admire, qui me font peur, qui m'inspirent, pour avoir une conversation comme celle-ci, Cool. pour l'enregistrer. Yes. Je pense que j'irai sur scène raconter ma vie, raconter ce que j'ai appris pendant ce chemin, essayer de partager, Yes. et puis de kiffer, de briller un peu aussi, et de faire des blagues. Ouais, trop bien. Je pense que je ferai tout ça. Et je pense que c'est déjà pas mal, mais en tout cas, et j'écrirai un ou 2 livres. Ouais. Sur, encore une fois, ces choses que je pense avoir apprises et que j'ai envie de transmettre. En tout cas, ces histoires que j'ai envie de partager. T'as 3 semaines, hein. Faut que tu prennes une IA ou un assistant. On là. a de la chance avec ChatGPT maintenant, mais je suis assez rapide quand je veux et Cool. quand je suis inspiré. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Attends, parce que du coup, ce qui est beau, c'est que tu vas le faire. Ouais. C'est que là, en fait, tu as déjà pris la décision que tu allais le faire. Ouais. Et ça, c'est génial. Et moi, si je devais mourir là dans les 3 semaines qui viennent, je pense qu'il y a ce lien avec les gens que j'aime qui est évident. Je les rassemblerai. Je pense que je dépenserai tout l'argent que j'ai pour créer une aventure, un voyage incroyable. J'organiserai un concert d'au revoir, évidemment. J'inviterai les artistes que j'admire, qui m'ont aidé. J'inviterai... ce serait gratuit, évidemment. J'inviterai... je ferai un festival de fin de sortie, quoi. Je passerai des moments seul aussi. Je passerai des moments... Je pense que j'essaierai de ne pas dormir. Je pense que pour une fois, tu vois, j'intégrerai des substances comme la drogue ou les médicaments pour ne pas dormir. Je voudrais ne rien rater. Je voudrais voir tous les levers, tous les couchers de soleil possibles. Ça me touche beaucoup. Ouais. Je ressens beaucoup d'émotions à penser à tout ça. 3 semaines. Et si nous restait que 3 semaines, qu'est-ce qu'on ferait? C'est... j'en ai les larmes aux yeux. Ouais, pareil. Je crois que je ferai ce que je fais, mais en x10, en x100. Et c'est ça, au final, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et là, on voit le rêveur exigeant. Ça va pas assez vite. Ou alors, je pense, l'endroit qui peut être intéressant, c'est de dire à quel endroit est-ce que j'ai encore des peurs qui me retiennent et à quel endroit où est-ce que je me limite encore. Et ça, c'est une question que je me pose régulièrement. Et tu vois, tu me ramènes à ça aussi. Parce que parfois, on procrastine par peur. Et je me rends compte que j'ai encore ces espaces-là. J'ai envie de
t'amener sur ces espaces pour le masculin, pour les Ouais. hommes. Comment est venue cette idée? Comment est venu peut-être même ce besoin de partager ça avec des hommes? La thématique de la masculinité, elle vient avec la séparation aussi. Ok. Elle vient avec le fait de me retrouver célibataire, jeune papa d'un petit garçon, de sentir qu'il y a des dimensions de ma vie que j'ai pas explorées. Et donc la sexualité en fait partie, le rapport aux femmes, le rapport à l'amour et le rapport à... Putain, c'est quoi? En plus, c'est un débat du monde, donc tu vois, c'était pas quelque chose de très nouveau, tu vois. On parle beaucoup Dans l'air du temps. dans l'air du temps, on parle beaucoup de masculinité toxique, on parle beaucoup de féminisme. Et donc, j'avais besoin de me positionner, de me dire, attends, mais moi, je suis où là-dedans? Est-ce que j'ai des travers? Est-ce que j'ai des ombres? Est-ce que j'ai des choses? Et évidemment, je me suis jamais trop occupé de ça. J'étais très occupé à montrer la lumière. Et je crois que quand on parle de masculinité, inconsciemment, on parle d'ombre, en fait. Tu vois, je pense pas... ouais, je pense que c'est ça qu'on veut tous... on veut faire face à ça quand on parle de masculinité. Donc, une des ombres les plus tabous, il y en a plusieurs, il y a la violence. Je me sens moins concerné par cette dimension-là, toxique, même si je sais que je peux être violent au travers de mes mots, au travers de l'exigence que je peux infliger à mon entourage. De par mon silence aussi, je peux être très, très violent. Et la sexualité. Et donc là, autoroute, champ immense d'exploration parce que je n'ai rien fait. Parce que je suis tombé dans la sexualité comme tout humain, comme j'ai pu, et au travers de tout ce que notre monde a construit autour de ça, tu vois. Beaucoup de fantasmes, beaucoup d'illusions, beaucoup de violence, que ce soit avec le porno. Et moi, je suis un gamin voilà, un gamin du monde qui a grandi avec ça, et donc je me pose ces questions aussi parce que j'ai un petit qui arrive, qui va arriver très vite dans son adolescence. Et j'ai envie d'être avec des armes, tu vois, consistantes. Je veux être consistant face à ces sujets-là. Et du coup, je commence à me dire, ok, je vais lire, je vais m'informer, je vais me questionner, je vais en parler aussi. J'ai commencé à parler beaucoup avec mes potes. Avec mes potes, on a commencé à parler de tout ça, quoi. Et ça tombe bien parce que quand tu es en séparation, forcément, c'est là que tu viens un petit peu révéler tout ce qu'on a en nous. C'est propice. Ouais, quand tu es en couple, c'est des sujets que tu évites, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai traversé. Tu vas pas trop parler de ça parce que... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on n'en parle pas. Et voilà, le chemin de la masculinité, ça a été ça. Ça a été de me rendre compte que j'étais très fragile, en fait, en tant qu'homme, face à tous ces sujets. Donc j'ai participé au MKP, le Mankind Project, pour découvrir plein d'hommes, pour découvrir des choses sur moi. Et je continue maintenant ce chemin en proposant des espaces pour les hommes. Et c'est d'une richesse incroyable. Je rencontre de plus en plus d'hommes comme toi, des hommes inspirants, des hommes en chemin. Et plus ça va et plus ce que je découvre sur moi est rempli de vulnérabilité, d'ombre du coup aussi. Et je commence de plus en plus à les inclure et à les intégrer comme quelque chose de... Putain, c'est là, quoi. Et putain, je me sens de plus en plus libre, du coup. Je me sens de plus en plus puissant. Je me sens de plus en plus juste en tant qu'homme. Je vois mes zones d'ombre. Toi, tu parles beaucoup de angle mort. J'aime bien cette expression. Ça me parle peut-être plus que ombre. Angle mort, c'est plus juste, dans le sens où c'est juste, je l'ai pas vu. Les ombres, c'est genre, c'est sale. Non, en fait, angle mort, ouais, plein d'angles morts. Et on a beaucoup parlé de ça, là, pendant cette aventure qu'on a vécue. Ouais, notamment en parlant des femmes, nos relations aux femmes, au féminin. Ouais. Je te rejoins sur le fait que la relation à l'autre est un miroir magnifique, et la relation amoureuse et intime aussi. C'est intéressant parce que pour moi, les angles morts, c'est aussi des choses qu'on n'est pas capable ou difficilement capable de voir seul parfois. Parfois, c'est justement le groupe ou la relation qui nous le montre. On peut le voir seul,
Toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup fait d'introspection, était en constante réflexion vis-à-vis de toi-même, des événements, cette recherche de justesse. Et je crois que parfois, il y a des angles morts qui sont tellement dans notre angle mort que on a besoin de se les voir mis en pleine face par d'autres, tu vois. Ouais. Un truc comme ça. Ouais, complet. Et je crois que c'est pour ça que je suis jusqu'au boutiste, je crois. C'est que quand l'introspection que je fais avec moi, elle n'est pas suffisante pour avoir ces transformations, ces changements de point de vue ou juste ces transformations intérieures, c'est que j'ai pas assez d'expérience, c'est que j'ai pas assez vécu. Cet angle mort, je comprends pas. On a parlé de plein d'angles morts, donc on n'arrive pas nous à concrètement solutionnable, j'allais dire, on n'arrive pas à trouver la solution. Ouais. Et je crois que c'est parce que toi comme moi, on a besoin de continuer de vivre et donc de s'engager avec cette exigence de rêveur dans beaucoup d'expériences qui sont importantes pour nous et moins mentalisées. Je crois que si on s'engage comme ça, finalement, l'introspection, si on est assez honnête avec soi, en fait, soit tu es honnête avec toi et tu le vois, soit comme tu dis, le miroir, il va être... Et donc, ça va être au travers de comportements que tu vois pas et tu dis, putain, pourquoi cette personne me renvoie ce truc ? Ou pourquoi aussi, parfois, cette personne me fait réagir ? Moi, je regarde beaucoup ça, les gens, comment ils me font réagir. Et j'observe que c'est des trucs de moi, des angles morts que je n'avais pas encore conscientisés. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a des choses que tu as dit dans le temps qu'on a passé ensemble qui peut-être n'étaient pas justes ou que tu redirais pas. Ouais. Tu saurais mettre des mots sur ça. Ouais, je vais pas forcément me rappeler de quoi, mais je peux dire quoi. Yes. En fait, j'observe, comme je parle beaucoup, Ouais. depuis maintenant pas mal d'années. Tu prends la parole. Je prends beaucoup la parole. Je suis obligé de stabiliser en quelque sorte une histoire de moi, de ce que je comprends. Et il y a beaucoup de justesse dans ce que je dis, mais il y a aussi beaucoup de conneries. Et quand j'observe que je répète beaucoup des choses, je me dis que c'était peut-être des conneries. Et donc, il y a des choses sur les sujets de l'amour, des femmes. On a beaucoup parlé de ça, donc c'est ça qui me revient. Je conclus beaucoup de choses sur moi et j'aimerais arrêter de faire ça. Parce que je crois que je perds du temps. Je perds du temps et je me limite surtout à raconter que je suis ci, que je suis ça, que je veux ci, que je veux ça. Je sors du stage de Franck Lobvé et s'il y a un truc que je retiens, vis quoi. Arrête de te regarder. Il a vachement insisté avec ça sur moi. Arrête de te fliquer quoi. Alors c'est bien cette introspection, mais laisse-toi vivre quoi. Vis. Arrête d'être nombriliste aussi. En fait, c'est une autre façon aussi de penser qu'à soi, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important de pouvoir aussi arrêter de raconter qui je suis. Parfois, je me fatigue aussi. Je prends beaucoup la parole ces derniers temps. Et c'est en ça que je voulais revenir sur le fait d'arrêter de dire certaines choses. Est-ce que tu as l'impression de te justifier de qui tu es, parfois ? Ouais, de ouf. Je pense que j'ai le syndrome du gentil garçon. Donc très perfectionniste, qui veut pas faire de vagues. Et qui donc a eu constamment cette nécessité de justifier ce que je ressens, ce que je veux, ce que je veux pas, par peur d'être mal compris, par peur de blesser. Ça, j'ai envie de le gommer. J'ai envie de le gommer parce que je vois qu'il y a plein de gens qui ne le font pas et ça se passe plutôt bien aussi pour eux. Ou plutôt, ça se passe plutôt mal comme moi, en fait. Tu vois, au final, tu te dis, mais attends... C'est pas plus facile ni plus difficile. Tu sais, il y a des gens qui ont cette authenticité d'être des grandes gueules, d'être... Et souvent, c'est des gens qu'on apprécie, malgré des défauts, malgré le fait qu'ils soient dérangeants. Ouais, ils ont un capital sympathie de ouf. Bah en fait, je crois que c'est des gens qu'on respecte, même si on les apprécie pas. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est le genre de personne où tu peux dire écoute, je t'apprécie pas mais je te respecte parce que t'es entier. C'est ça. Et moi je crois que j'ai joué pendant longtemps à ça, inconsciemment, à vouloir être la perfection du gentil garçon. Dans la spiritualité, je vais être le meilleur. Dans l'écolo, je vais être le meilleur. Tu sais, ce truc-là et donc ouais, ça passe par le fait d'arrêter de me justifier. Donc gentil garçon mais toujours exigeant. Hein. Toujours le compétiteur. Toujours, ouais. Tu sais, quand je suis allé voir Franck Lobvé, c'était ça qui était derrière.
J'ai voulu m'inscrire une première fois au stage parce que j'avais envie de me tester. Et ça s'avait pas bien passé l'inscription, ça n'a pas fonctionné. Et je crois que j'ai eu ce temps de réflexion. Et je me suis repositionné, j'ai vu cet angle mort que j'avais un peu vu, mais je pense que j'ai bien fait de pas y aller avec cette intention. Il m'aurait mis 2-3 balayettes et j'aurais Même pas eu bien, ce en que plus. j'aurais pas eu ce que je voulais. Ouais. Là, j'y suis allé avec une autre intention Mm. et j'ai eu ce dont j'avais besoin et j'ai eu un lien avec lui qui était cool. Mm. Et ça, c'est un truc que je découvre. Le gars qui va être le meilleur, je l'avais pas trop vu avant. Parce que j'avais sous cette terre de gars gentil qui veut pas faire de vagues, je cachais toujours que je voulais finalement être le meilleur. Et ça, c'est mes travers dans tout ce que j'entreprends. Si je me laisse un peu trop embarquer par lui, l'exigence prend parfois ce déguisement. Je vais le faire pour être le meilleur. C'est très subtil. Là, j'avoue, je parle d'un angle mort que je commence à percevoir, qui n'a pas une grande influence sur moi, mais par moments, il vient se positionner. Et c'est des moments où je suis dans le flou, où c'est très compliqué pour moi d'avancer, parce que mes ambitions, elles sont mal positionnées. Mes visions sont mal... elles sont mal intentionnées, j'allais dire. Putain, j'ai que des mots espagnols, je suis désolé. On est à Tenerife. Je suis dans la terre des Espagnols. Dans ces espaces, ces aventures introspectives que tu as ouvertes avec des hommes, il y a forcément cette notion de challenge. Il y a des endroits où tu vas amener ces hommes à se dépasser. Qu'est-ce que ça provoque Chez eux? Chez eux et chez toi? J'ai pas beaucoup d'expérience. Okay. J'en ai fait que 2. Ouais. 3. Et je pense que c'est quelque chose que ces hommes viennent découvrir en eux. Finalement, les mecs, quand ils sont là, ils sont déjà engagés. Donc c'est déjà réglé. Le problème, il est plutôt en amont. Là, je sais pas ce qu'ils vivent. Et après, je les questionne, tu vois. Mais ils viennent se défier, ils viennent se prouver qu'ils sont capables. Ils viennent beaucoup s'inspirer de ce que je leur renvoie. Et je crois que dans ce que je propose, je me mets vraiment dans cette position qui est juste, qui est celle de quelqu'un lambda, qui s'est engagé comme quelqu'un d'exigeant, avec beaucoup de radicalité. Et je crois que c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est juste récupérer de cette énergie, la comprendre au travers des échanges qu'on a. Ils viennent vivre une expérience hors norme, différente. Ils viennent... La dernière retraite que j'avais faite, le premier soir, premier cercle, il y a... Sur les 7 gars, il y en a 2 ou 3 qui disent « ça y est, j'ai déjà eu ce que je voulais. Maintenant, c'est que du bonus. » Le premier échange et les premières réactions émotionnelles qu'ils ont ressenties, le premier ping-pong, et c'était incroyable parce qu'en fait, ça prouve à quel point quand tu t'engages, tu as déjà fait ton chemin. Et les espaces que l'on peut proposer, c'est juste des prétextes, encore une fois, à faire ce pas. Et après, tu viens vivre l'expérience et tu viens te nourrir. Donc, il y a très peu de mecs qui viennent pour que je leur donne des leçons. Et heureusement, parce que je serais très mal à l'aise avec ça, je pense. Mon ego serait très content. Mais je pense que ça serait une fausse route. Et ils viennent se nourrir et emmagasiner justement cette énergie-là. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont entrepris après. Donc, qui ont entrepris des projets. Ouais, qui étaient des projets déjà en chemin. Mais ils viennent avec... en fait, les espaces comme ça te met dans une vibe de ouf. Et je pense que cette vibe, on peut la retrouver dans sa vie, en méditant, en se centrant. Mais quand tu es en collectif, ça prend une dimension de ouf. Et donc, ils ont pris des décisions. Là, j'ai participé au podcast d'un des gars qui s'appelle Alex, qui s'appelle Nos chemins de conscience. Et on a fait son premier épisode le dernier jour de la retraite. On discutait, on faisait le bilan sur son aventure. Et donc, il me dit, moi, je vais faire ça. Et on a dit, on le fait. Et on a fait son premier épisode. Et il y en a un autre qui a lancé un festival. Et j'y participe là en janvier. Et je crois que c'est ça qu'ils viennent chercher. Et c'est magnifique de voir que putain, ça fonctionne en fait. Ça, c'est cool. Il y a un impact. Et je pense que c'est quelque chose que tu apportes aussi. Parce que tu es l'exemple aussi, en quelque sorte, qu'on peut le faire. Tu vois
parce que tu es allé jusqu'au bout de certains rêves et parce que tu as encore beaucoup de rêves dont on va pouvoir parler peut-être, parce qu'il y a ces objectifs et parce que il y a quelque chose forcément dont on va s'inspirer, tu vois, il y a quelque chose qui va un petit peu déteindre sur nous dans ton énergie. Et c'est ça que je trouve cool aussi. Et l'autre question que je voulais te poser vis-à-vis de ces aventures, c'est qu'est-ce qui te surprend le plus chez ces groupes d'hommes? Ce qui me surprend, c'est le lien. Moi, je suis très solitaire, j'ai beaucoup cheminé seul et ces espaces me permettent de me voir en chacun et de voir à quel point nos chemins, on se ressemble tous. Et à quel point on peut, et on doit en tout cas, quand on est déterminé comme moi, se lier aux gens. À quel point c'est pas pour rien qu'on est des animaux un peu sociaux, tu vois. On a besoin d'être en meute, on a besoin de se côtoyer, de se confronter, de faire cet effet miroir. Et ça me surprend parce que bizarrement, je l'avais pas inclus, j'étais très solitaire, tu vois. Pendant toutes ces années, j'ai cheminé, mais effectivement, je suis allé vite. J'ai fait plein de choses, mais seul. Et ça me surprend, entre guillemets. Et après, non, je suis pas trop surpris. Finalement, c'est comme si ça venait valider des intuitions. Valider que tout le monde est capable. En fait, il y a des mécaniques. Et que quand on a un peu saisi comment fonctionnaient les mécaniques dont on parlait, le rêve, la peur, les croyances, les tensions, et qu'on les inclut comme vraiment une vraie philosophie de vie, et qu'on s'engage comme un aventurier, un explorateur, et que à chaque fois qu'on va acquérir de l'expérience, on va rajouter ces clés dont on parle pour ouvrir des portes. Ça dit, les règles du jeu, on les a tous. On a les mêmes, on a les cartes. Alors certes, on n'a pas les mêmes cartes de départ, et ça, on en est conscient, tu vois. Donc là, on dit merci les étoiles, merci papa et maman, ou ce qu'on veut, c'est mieux de dire merci, même si c'était dur. Et après, on a le champ qui est libre, et on le voit. Je le vois, et on est tous à des chemins et à des étapes différentes, mais peu importe. Ça me surprend pas, mais c'est ce qui me nourrit par contre. Ça me nourrit et c'est ce qui donne du sens aussi à ces espaces. Et là, de le dire, le fait qu'on en parle, ça me reconnecte à ça. J'ai tendance à perdre le lien, parce que je suis très seul, justement. Et à me dire, pourquoi je fais ces retraites ? Et là, tu vois, ça me remet sur ça me remet aussi sur... en fait, je le fais parce que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre des trucs. J'ai envie de me défier, j'ai envie de vivre une expérience comme on a fait toi et moi, de partir, marcher la nuit, aller dormir dans une grotte qui est perdue, que personne ne connaît au final. C'est resté tel que c'était depuis la dernière fois où j'y suis allé. Me réveiller dans un endroit où c'est interdit, j'aime bien aussi ça. On n'a pas parlé ça ensemble. Non. Et j'aime bien, je me rends compte, un tout petit peu flirter avec les interdits. J'aime bien ce que ça crée en moi. J'aime bien aussi questionner pourquoi c'est interdit. Et me dire que si c'est fait en conscience et que les choses sont faites avec l'exigence qu'il y a en moi, il n'y a pas de raison que je le fasse pas, même si c'est interdit. C'est très bizarre, hein. Je ne sais pas si c'est un espace où on peut dire ça, mais c'est des choses que à mon fils, tu vois, c'est lui qui me permet de questionner ça en fait. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui Ouais, n'est pourquoi pas. on ne peut pas faire ça? Ouais. Tu sais, il veut faire des tags, mon fils. Le pourquoi pas, ouais. Et moi, je lui ai dit, franchement, tu sais quoi, un de ces quatre, on va s'acheter des bombes et on va aller taguer le skatepark parce que c'est ça. Et c'est interdit. En fait, c'est interdit de le faire quand c'est moche, quand c'est pas bien. Mais... En fait, il me permet de me questionner sur ces interdits. Et j'aime bien ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait mécaniquement parce que c'est interdit. Et moi, dans ma philosophie de vie, il y a des choses que je fais même si c'est interdit. Et c'est OK. Quand on s'est revu là, quand je suis arrivé à Tenerife, une des premières choses dont on a parlé, c'est ton fils justement. Ouais. C'est la paternité. Ouais. Et tu en as beaucoup parlé aussi aujourd'hui. Et je t'avoue que ça m'a beaucoup touché quand tu parlais de ça parce que je me suis connecté à ton expérience et de ressentir ce que c'est qu'en fait, et que j'ai pas encore ressenti, mais que j'espère ressentir un jour, que peut-être je suis plus la personne la plus importante de ma vie, quelqu'un qui dépend de moi. Ouais. Plusieurs personnes pour ceux qui sont plusieurs fois par an. Et à quel point aussi, toi, c'est une expérience qui t'aide à te rencontrer, à te transformer, qui sans doute va nourrir ton art. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir père ? Bah, tu l'as dit, ouais. C'est accepter que je suis plus
la personne la plus importante. Et en même temps, pour que ça ait du sens, il faut que je reste quand même la personne la plus importante. Et ça, c'était cette subtilité que j'ai mis du temps, que je continue de chercher. Entre c'est moi la priorité et c'est lui la priorité. Et c'est à quel moment que on se passe le relais. Je pense que tout le monde ne va pas être d'accord sur ça. Hein. Mais moi, c'est mon cheminement. Moi, je pense que quand je m'annule, je le rends pas service. Je lui rends pas service. Je lui enseigne pas ce que c'est, selon moi, qu'être papa et donc un humain, tu vois. Je souhaite pas que mon fils comprenne que les relations humaines, c'est se sacrifier. Je souhaite pas que ce soit ça sa vision. Mais je souhaite pas non plus qu'il pense que c'est lui le centre. Et donc, c'est là la subtilité. Pour lui donner le meilleur à mon fils, j'ai dû faire le choix de le laisser pendant un certain temps. J'ai dû faire le choix de c'est moi la priorité. Donc je suis venu vivre à Tenerife. Donc j'ai fait un contre-choix, un truc qui avait un peu un contresens plutôt, je voulais dire. Et donc je me suis mis moi en premier plan pour que la priorité qu'il ait dans ma vie ait du sens. Et donc ça a changé ça a changé le fait que je dois... Enfin j'ai dû découvrir à quel point j'étais très égocentrique. Ça a été une grande découverte. Une grande crise, du coup, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Et donc, faire face à cette crise et la sublimer pour que ça devienne quelque chose qui, au niveau créatif, soit juste pour moi, pour lui, pour sa maman, pour notre entourage en général. Et ça, putain, c'est challengeant, c'est beau, c'est vraiment beau. En fait, c'est encore le step du dessus pour moi. Parler de le couple, vivre ensemble, 10 ans, se séparer, avec un enfant au milieu, ouais, c'est des défis magnifiques. Et parce que moi, je les prends de cette façon. Pour moi, il y a toujours un truc de ouf à découvrir. Et la valise dont tu parlais tout à l'heure, en fait, on a fait plein de trucs, on aurait pu en reparler, mais ça nous a amené à vivre quelque chose qu'on n'aurait pas vécu et qui était nécessaire. Ouais. On a libéré notre parole pendant 4 heures et ensuite, on est parti en aventure. Et ça, c'était vraiment juste dans l'ordre. Et donc, ces crises-là, pour moi, être papa, ça a été une grande crise. Et ça continue de l'être par moments. Il y a des moments de tension, il y a des moments de réalignement, de résolution de cette tension. Et donc, tu flirtes constamment avec ça. Pourquoi ça a été une crise de devenir papa ? Crise du temps, crise de l'attention, parce que très égocentrique, parce qu'un monde mental, imaginaire, très déconnecté de la réalité. Moi, je suis très aérien dans mon essence. Et lui, il m'a ramené à la terre. Et waouh, c'était violent pour moi. C'était trop. C'était une crise dans le sens où je réalisais que ça allait pas s'arrêter, en fait. C'était pas, ok, j'ai un défi pour quelques mois et après, ça y est, je retourne à ma réalité de rêveur au perché. C'était waouh, ça va être tout le temps. Je vais finir mes journées sur les rotules tout le temps. Attends, c'est un délire. Et c'est quoi la gratification ? Tu sais, j'arrivais pas à capter. Il y avait une grande dualité qui se créait en moi à ce moment-là, de moments de bonheur, d'avoir cette Dieu, cette présence dans un petit corps, un bébé. C'était magnifique. Et d'un coup, je passais dans les ténèbres avec beaucoup de violence qui s'activait en moi, beaucoup d'angles morts ou de choses très sombres que j'avais jamais vues. Et j'étais pas du tout très très content de les voir. Et donc il a fallu dealer avec ça et en même temps tu dois t'occuper de quelqu'un. Et donc c'était une crise une crise dans ce sens parce que très introspectif. Je peux pas fermer les yeux sur ce que je vois en moi. Et donc il fallait que je m'occupe de ça en même temps que je m'occupais d'un enfant. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'allais résoudre ce que j'avais vu en moi en m'occupant de lui. J'avais divisé. C'était genre, laisse-moi du temps pour que je m'occupe de ça. Donc je m'éloignais. Symboliquement, bien sûr. Et c'est que récemment, finalement, tu vois, il a 7 ans. C'est que récemment que j'ai vraiment intégré que c'était lui qui allait me permettre d'être moi. Et j'en parlais déjà dans mon livre. Je disais, c'est mon enseignant, mon maître spirituel, c'est lui. C'est lui mon miroir parfait. Parce qu'il me montre à quel point je peux être incohérent. Il me montre toutes les facettes, tous les angles morts. C'est mon rétro, quoi. C'est mon rétroviseur de ouf.
Et en même temps, il m'enseigne l'amour, qui est une thématique fondamentale dans ma vie, dans nos vies, je pense. L'amour, et il m'enseigne à vivre en amour. Parce que je crois que c'est pas un truc naturel. Je crois que, en tout cas dans mon expérience de devenir père, c'est pas quelque chose de... L'amour inconditionnel pour mon fils, c'est pas quelque chose d'aussi évident. Je trouve pas. Je trouve que c'est un vrai choix. Ça aussi, je pense que c'est un sujet un peu sensible, peut-être, je sais pas. Mais je découvre à quel point c'est un choix d'être dans l'amour, d'être dans l'accompagnement, d'être dans la justesse par rapport à lui, d'être dans la patience, d'être dans la douceur, parfois dans le côté autoritaire, ferme. C'est de l'amour, tout ça. Et ça, c'est des trucs que je savais pas. C'est logique. J'étais pas papa avant, tu vois. Et donc, c'est passionnant en ça. C'est vraiment passionnant, ouais. J'ai ouï dire que tu allais faire un retour sur scène. J'ai ouï dire qu'il y avait un projet. Tu as relancé un album en solo il y a quelques années. Ouais. Et là, tu y reviens. Un retour dans l'arène. Comment est-ce que tu penses que tout ce que tu as vécu ces dernières années, depuis ton départ des Frérots, va alimenter ton art? Le fait d'avoir vécu seul, d'avoir fait toutes ces introspections, d'être devenu papa, de t'être séparé, d'être venu ici, d'avoir ouvert des espaces sur les hommes qui, toi aussi, te nourrissent. Ouais. Bah, je pense que ce chemin que j'ai fait, c'est ça qui me permet de revenir. Je crois que sans ce chemin, je pourrais pas revenir tel que j'ai envie de revenir, en fait. Parce que c'est pas je reviens en mode je vais tout casser. C'est je reviens à moi. Et pour revenir à moi, il fallait que je passe par toutes ces étapes. Il fallait que j'en comprenne. Il fallait que je comprenne beaucoup de dimensions inconnues en moi pour pouvoir m'exprimer sur scène tel que je suis. Pour que je puisse faire face à ce qu'est la réalité de notre monde, et notamment de l'industrie de la musique, avec une nouvelle dimension, une nouvelle vision. Et donc, pouvoir y mettre encore plus d'amour, pouvoir y mettre encore plus de justesse, d'authenticité. C'était hyper important pour moi de passer par tout ça. Et donc aujourd'hui, ça va passer au travers de ce que je vais donner, en termes d'énergie, en termes de... Ouais, d'énergie, vraiment, c'est le terme. Et mes textes changent. Mes textes ont changé, évidemment. Il y a beaucoup de pudeur en moi dans ce que j'ai fait avant. Beaucoup de détournements. Pour dire quelque chose, je prenais beaucoup de détours. Je le disais pas, en fait. Dans le sens, je créais une sorte de poésie. Je me cachais derrière une sorte de poésie pour que les gens devinent que je parlais d'un truc. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de plus en plus direct. Je vois mon écriture changer. Je vois que pour dire... j'allais dire je t'aime, mais je le dis pas forcément dans mes textes. Mais je sens que je me rapproche de plus en plus de ce que c'est, en fait. Et que je sors de la pudeur que j'ai pu avoir. Je sors de cette crainte d'être un chanteur à guitare, d'être un chanteur à minette, d'être un... En fait, toutes les étiquettes qu'on a pu nous coller à une époque, j'ai voulu les éviter en me cachant derrière beaucoup de choses. Entre autres, c'est une façon nouvelle pour moi de m'exprimer. Je sens que les podcasts, je sens que ce que je suis devenu me permet aujourd'hui de faire ce comeback avec une essence beaucoup plus pure. Assumer en fait un peu plus qui je suis, et donc forcément les gens qui m'ont suivi, ils vont me redécouvrir. Ça passe aussi au travers du son. Je sens que j'ai envie de changer aussi, j'ai envie de m'amuser plus. J'aimerais être un peu plus libre et en même temps encore plus qui je suis. Donc je pense que c'est comme ça que ça va s'exprimer, ce retour. Et pour parler plus ambition, puisqu'on a parlé de ça aussi, moi j'ai une expérience et une histoire qui est extraordinaire, tu vois. Le succès qu'on a eu avec les Frérots de la Vega, ça n'existe pas vraiment. C'est quelque chose que je dois enlever un peu de ma tête. Ça, c'était magnifique. Maintenant, je veux me repositionner, comme je te l'ai dit, comme un artisan. Assumer que être un artiste, un chanteur, c'est ça, ce que je suis, en partie. Et arrêter de me cacher. Arrêter de me cacher. Et du coup, entreprendre ce retour comme aussi un travail. Et ça, c'est très nouveau pour moi de dire ça.
parce que je suis passé par de longues années où pour moi, c'était la passion, je travaillais pas. Et en fait, je trouve ça honorable aujourd'hui de pouvoir dire que chanter, être un chanteur, un artiste, c'est mon travail. Je trouve ça beau, parce que je pense que ça remet les choses à leur place. Ça remet les choses aussi à... je travaille, donc je vais assumer tout ce qu'il y a dans le travail. Je vais assumer le package, les choses que j'aime pas. Et en fait, c'est le commun des mortels qui vit cette réalité. Et pourquoi moi, rêveur, je devrais m'en passer, tu vois. Je pense que ces années où j'ai perdu le feu, c'était aussi parce que je voulais pas assumer que c'était mon travail. Et que je voulais vivre uniquement dans la légèreté, je voulais vivre uniquement dans cette polarité qui est connectée à la facilité. Parce que c'est vrai que j'ai eu des facilités toute ma vie, que les choses sont très souvent ouvertes à moi avec beaucoup de chance. C'est ce que les gens disent, tu vois. Et ils ont en partie raison, tu vois. Il n'y avait pas d'effort, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai envie d'inclure ça un peu plus. Parce que je crois que c'est noble, parce que je crois que c'est rendre honneur aussi à ce que tout le monde fait, tu vois. On travaille tous, et ça fait partie de la vie. Et c'est cool que ça soit ma passion en plus, et c'est cool que ça soit mon talent. Ça, c'est génial. Donc je vais l'honorer encore plus. Et voilà un peu le renouveau qu'il y a derrière ce retour, tu vois. Merci pour la question, en tout cas, c'est cool. Merci Flo pour cette conversation que j'ai vraiment appréciée. Je suis ému, donc j'ai du mal à... Yes. C'était vraiment cool. Je te trouve inspirant. Merci. Je te trouve inspirant. Je voulais te remercier pour ta confiance, de te livrer sur tous ces sujets. Moi, ça me fait du bien. Ça m'aide aussi. Merci pour l'aventure introspective qu'on a partagée, qui m'aide aussi à me rencontrer. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter pour conclure ? J'en ai dit beaucoup. Hein. Non, mais merci à toi. Merci à toi parce que tu es un homme inspirant. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on s'est connectés. Pour moi, il y a eu une évidence quand je t'ai vu apparaître au travers d'Amel, que tu as eu dans ton podcast. Et je me suis dit, ouais, ça c'est ce genre d'homme que je veux rencontrer. Ça s'est fait hyper naturellement, organiquement, de manière organique. Et donc merci, parce que c'était génial. Merci pour tout ce que tu m'as permis de révéler, en moi, pour moi, et du coup pour les autres. Merci pour ce que tu fais. Je sais qu'il y a du lourd qui arrive aussi autour de ta créativité. Et je suis hyper content de t'avoir croisé pour ce podcast. Et j'espère pour plus d'aventures. Avec grand plaisir. Et non, rien de plus. Plein de choses qui arrivent. Soyez curieux, les curieux. Et puis voilà. Soyez rêveurs, soyez exigeants. Ouais. Allez jusqu'au bout des histoires que vous avez envie d'écrire. Pour les personnes qui veulent suivre ton activité de près ou de très près, Ouais. où est-ce qu'on peut te trouver ? Les réseaux, Instagram, c'est là que je m'exprime le plus régulièrement. Et la newsletter, la news rêveur, comme je l'ai appelée. Insta, Flo de la Vega. Exactement. Ça va apparaître à l'écran. La Ouais. newsletter, idem. Pareil. Et ensuite, en vrai, hein, parce que c'est ça aussi. La vraie vie, c'est venir au contact. Donc au travers des retraites, au travers du live, je l'espère. Au travers de la vie. Et voilà, merci. Donc tout sera communiqué sur tes réseaux. D'ailleurs, je sais qu'il va y avoir des espaces introspectifs mixtes en 2025. Donc Ouais. pas juste pour les hommes, donc hommes et femmes. Ouais. Pareil, tout ça, ce sera sur tes réseaux. Exactement. Impec. Merci encore Flo. Merci à toi. Et à très vite.